à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, direction la petite île des Ambiers dans le Var. Le souverain s'est rendu sur place ce mardi pour y découvrir toutes ses facettes. Zoom sur la première journée des droits des patients qui avait lieu au CHPG vendredi dernier. Nous continuerons avec la dernière conférence du Monaco Press Club. Marco Casiraghi en était l'invité. Et enfin, coup de projecteur sur l'opéra Hernani qui était proposé ce mardi soir à la salle Garnier. Et pour débuter ce journal, nous allons prendre la direction du Var pour rejoindre la petite île des Ambiers. Ce coin de paradis doit son essor à la famille Ricard. Un institut océanographique y est même installé. Le souverain s'est rendu sur place ce mardi. Un reportage de Patricia Navarro. Elle est située à moins d'1 kilomètre du littoral de Sifour-les-Plages. La traversée ne dure que 12 minutes pour atteindre l'île des Ambiers, également surnommée l'île Nature. Propriété de la famille Ricard, elle offre un double visage. C'est l'un des hauts lieux du tourisme local, mais c'est aussi, depuis 1972, un véritable petit laboratoire qui œuvre en faveur de la préservation de la mer Méditerranée et de la lutte contre les pollutions. C'est un petit peu le berceau de la famille Ricard, puisqu'en fait notre grand-père l'avait acquise en 1958, après avoir aménagé Bain d'Or, qui est une plus petite île un petit peu au large là-bas. Il avait vu un petit peu plus grand avec l'île des Ambiers, qui était à l'époque beaucoup moins construite, beaucoup moins aménagée qu'aujourd'hui. Le port n'existait pas, c'était d'anciens marais salants, il a fallu creuser le port. Et d'ailleurs c'était amusant parce que c'est la première fois qu'un port était pris sur la terre et non pas sur le littoral. Donc déjà cette volonté d'aménager durablement, le mot n'existait pas à l'époque. Ensuite, l'originalité de l'île des Ambiers, je crois que c'est pour ça que les gens qui viennent généralement reviennent avec plaisir, c'est qu'il y a une grande part qui est laissée à la vie sauvage, puisqu'en fait vous avez toute une partie activité qui est autour du port et tout le reste est sauvage. En haute saison, ce sont des centaines de touristes qui côtoient donc sur les 95 hectares de l'île des Ambiers des chercheurs qui ont leur camp de base dans l'Institut océanographique qu'abrite l'île et dans les closeries près des marais salants. Nous avons environ 140 000 visiteurs qui prennent les bateaux. Là-dedans, bien évidemment, ceux qui viennent avec ne sont pas comptés ceux qui viennent avec leur propre bateau ou viennent à la nage. En termes d'activités, il y a toutes les activités nautiques, plage, canoë-kayak, pédalo, location de bateau, la plongée. On peut faire du tennis, on peut louer des vélos, la pétanque, il y a des terrains de sport sur l'île. Donc les activités sont nombreuses. Les scientifiques de l'Institut Paul Ricard travaillent sur de nombreux programmes de conservation des espèces. Ils étudient par exemple la dynamique des populations d'oursins, supervisent le suivi d'une calanque proche de Marseille, participent à l'inventaire de la faune des fonds marins de l'Ouest toulonnais ou bien encore prennent part à des opérations de recensement des mérous. Et des partenariats existent depuis de nombreuses années entre l'Institut océanographique des Ambiers et la Principauté. Des projets communs sont menés avec le musée océanographique, le centre scientifique de Monaco et l'association monégasque pour la protection de la nature. Le partenariat existe déjà avec les universités régionales dont je fais partie depuis la création de l'association monégasque pour la protection de la nature 1975 et donc la création aussi de la réserve marine du Larboto qui est véritablement un exemple en Méditerranée. C'est c'est une des premières aires marines protégées. Et donc nous y travaillons depuis l'origine avec mon laboratoire universitaire, mais avec l'Institut, puisque je suis responsable scientifique depuis 1972. Le temps d'une journée, le prince Albert II, qui partage avec Patricia Ricard cet héritage familial en faveur de la préservation de l'environnement, a pu découvrir les différentes installations de l'île, de l'Institut océanographique perché au-dessus du port, aux magnifiques criques qui bordent l'île, jusqu'à l'écloserie où sont élevés de petits hippocampes, dont certains ont par le passé été envoyés au musée océanographique de Monaco. Je crois que la vision qu'avait Paul Ricard et puis sa famille de faire de ce lieu non seulement un lieu protégé, un lieu privilégié où on accueille des visiteurs, mais aussi un lieu qui est précurseur en matière de recherche sur la biodiversité marine et aussi sur les grands enjeux qui touchent
non seulement la Méditerranée, mais qui intéresserait aussi d'autres acteurs dans d'autres mers et océans, a été tout à fait remarquable. Et depuis maintenant presque 50 ans, ce centre se développe, a des partenariats intéressants à travers la Méditerranée. Je crois que c'était l'occasion de saluer le travail tout à fait extraordinaire qui a été accompli ici depuis des années par la famille Ricard et par tous leurs collaborateurs. Cette visite princière aux Zambie a permis un échange d'expériences entre deux lieux, qu'il s'agisse de cette île varoise ou de la Principauté, qui sont telles deux vigies méditerranéennes qui veillent sur les mers et océans, et les liens existants ont été confortés avec la nomination officielle du prince Albert II au comité d'honneur de l'Institut océanographique Paul Ricard. Retour en Principauté avec le CHPG qui proposait vendredi dernier la première journée des droits des patients. Des stands et des affiches informatives étaient proposés au grand public comme au personnel de santé afin de mieux les informer. Alexandra Pani vous en dit plus. Inquiétude, doute, choix à prendre ou simple information, il n'est pas toujours évident de trouver la personne à qui s'adresser. C'est dans ce but que le centre hospitalier Princesse Grace a souhaité créer la première journée des droits des patients afin de mieux répondre aux questionnements des malades, mais aussi de leurs familles et des professionnels de santé. Par l'intermédiaire de ces différents stands, les informer des droits dont ils disposent quand ils sont admis dans un établissement de santé. Comme vous savez, il y a des droits individuels, par exemple le droit de consentir aux soins, le droit de refuser un soin, le droit de la prise en charge de la douleur, le droit d'accéder à ces informations par l'intermédiaire de son dossier médical et également des droits collectifs, c'est-à-dire tous ces droits qui sont menés dans les différentes commissions. Vendredi dernier, des stands accessibles à tous étaient présents dans le hall d'accueil, la tour de la maternité, mais également aux urgences. Les différentes associations des usagers présentes proposaient des quiz et brochures d'information. L'occasion de découvrir aussi les hôtesses parlant plusieurs langues pour faciliter la communication entre patients et professionnels. La problématique du droit des patients est une problématique à laquelle je suis particulièrement sensible. Et une journée comme celle-ci, aujourd'hui, au sein de l'hôpital, démontre que l'administration hospitalière elle-même a conscience de l'importance de ce sujet du droit des patients et donc qui est au cœur de ses préoccupations également, puisqu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent en interne au sein de l'hôpital, avec la participation des associations d'usagers qui sont présentes aujourd'hui, pour traiter le plus efficacement possible les diverses sollicitations et les doléances lorsqu'il y en a. Cette journée s'inscrit dans la nouvelle démarche de certification entreprise par le centre hospitalier. Après celle obtenue en 2007, l'hôpital souhaite renouveler cette initiative en 2015. Des experts visiteurs viendront en mars l'année prochaine et seront notamment très vigilants sur les droits des patients au sein de l'établissement. L'idée est pour le moins originale. Marco Casiraghi était l'invité de la dernière conférence du Monaco Press Club. Il y a présenté la course qu'il organise en marge du Grand Prix de Formule 1, une voiture de course piège à souris. Les explications de Patricia Navarro. Son nom est bien connu en Principauté. Marco Casiraghi est ingénieur, une profession qui représente aussi pour lui une réelle passion qu'il souhaite faire partager. C'est pour cette raison qu'il a eu l'idée de créer une opération originale à destination des jeunes, une opération qu'il a dévoilée au Yacht Club à l'occasion de l'une des conférences du Monaco Press Club. L'idée est de promouvoir les sciences et l'ingénierie avec des élèves parce qu'il est important, à mon sens, de sensibiliser et intéresser les jeunes à ces deux domaines avant l'orientation vers l'université, avant qu'il ne soit trop tard en fait. Je suis convaincu que le monde, et l'Europe notamment, ont besoin de plus d'ingénieurs. Et voici ce que nous leur proposons, dessiner et construire, parce que c'est bien sur cela que repose l'ingénierie, la théorie puis la pratique, et nous souhaitons favoriser ce lien. Ils doivent donc réaliser une voiture qui utilise l'énergie générée par un ressort pour la faire avancer. Ils font ensuite une course au sein de leur établissement respectif, et les vainqueurs postulent pour participer à la course de voiture piège à souris de Monaco. Nous sélectionnerons les 8 meilleurs et ils disputeront la finale à Monaco.
Cette course de voitures piège à souris va donc opposer le 23 mai prochain des jeunes âgés entre 14 et 18 ans venus de Monaco et d'Italie. 2 prix viendront récompenser les vainqueurs de l'épreuve et l'équipe qui aura réalisé la plus belle voiture. Cerise sur le gâteau, tous ces jeunes pourront aussi assister au Grand Prix de Formule 1 de Monte-Carlo. Au chapitre musique, l'opéra Hernani était proposé ce mardi soir à la Salle Garnier. Cette œuvre marque une étape majeure dans la vie du compositeur Giuseppe Verdi. José Sacré vous en dit plus. À l'Opéra de Monte-Carlo, Hernani de Giuseppe Verdi a été présenté pour la première et la dernière fois en avril 1917. C'est donc près de 100 ans plus tard que ce drama lyrico-livret de Piave, d'après l'œuvre de Victor Hugo, renaît sur la scène de la Salle Garnier grâce à son directeur et metteur en scène, Jean-Louis Grindin. Tout est parti des représentations de bal masqué il y a 3 ans avec Ludovic Tézier, qui est dans une forme exceptionnelle et auquel je disais, mais cher Ludovic, je crois qu'il est temps pour toi d'aborder d'autres grands rôles verdiens, et notamment Hernani, que je trouve pouvoir te convenir formidablement bien dans quelques années. Il a accepté très rapidement, il a fallu après trouver un autre grand artiste, en la personne de Ramon Vargas, qui est un ténor mondialement connu, qui n'avait jamais chanté le rôle lui non plus, et puis bâtir une distribution, trouver un chef formidable, Callegari, Daniel Callegari, magnifique, et voilà. Pour tous, c'est une première. Vous qui avez si souvent dirigé Verdi, jamais Hernani. Mais je suis vraiment très content parce que c'est une occasion extraordinaire de faire de la musique ensemble et partager avec tout le monde la même émotion, l'émotion de faire quelque chose qui comme une création mondiale. Non? C'est comme si c'était jamais joué. Le rôle de Charles Quint donc, est vraiment extrêmement exigeant par la tessiture, la longueur du rôle. Et déjà ce qui fait, à mon avis, le centre du verdianisme, par l'expressivité que ça requiert. Il ne suffit pas de bien le chanter, il faut aussi en faire quelque chose, vraiment. C'est un rôle très beau, donc je suis heureux, très heureux de faire cette prise de rôle ici. Je pense que nous avons une très belle opportunité de faire cet opéra dans ce théâtre magnifique, avec cette acoustique, cet orchestre, le maestro, tout le cast. Je suis très heureux. L'ambiance là est à peu près ce qu'on peut rêver de mieux. Les collègues, je pense que vous avez vu, ce sont pour la plupart de vieilles connaissances et des amis, ils sont au fur et à mesure des années. Et artistiquement, voilà, c'est un super plateau et ça se passe tout ici dans une maison qui est propice à créer, à s'exprimer. Ramon Vargas, vous êtes une star internationale. Vous avez encore le trac? Ah non, si, sempre c'è un po' di paura. Oui, il y a toujours un peu de trac, il y a toujours une incertitude tant qu'on ne rentre pas en scène et qu'on n'entend pas sa propre voix sur scène. Il y a toujours un peu de trac, un peu de peur. Mais maintenant ça va.
Aujourd'hui, on est tous très heureux, c'est un peu comme en famille. Siamo come in famiglia. Il est l'heure à présent de passer aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, peu de changements avec plus de soleil le matin que l'après-midi et des températures qui iront de 15 à 19 degrés. Vendredi, quelques nuages avec très peu de vent et une maximale de 17 degrés. Samedi, amélioration du temps avec un thermomètre en hausse. Et enfin, dimanche, un ciel toujours partagé entre nuages et apparition du soleil avec des températures très agréables. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Sandrine Nègre qui vous propose les rendez-vous culturels incontournables en principauté. À très bientôt sur Monaco Info.